J'ai le plaisir de vous présenter Jérémy Saget, l'homme français qui ira sur Mars. Jérémy, à toi. Merci à tous, merci pour cet accueil très chaleureux. Je suis ravi d'être là avec vous. On va parler d'un projet très particulier qui est le projet Mars One, dont vous avez peut-être entendu parler et qui est restitué de façon un peu déformée dans les médias. Donc je suis ravi, et pour cause, parce que les médias ont leurs propres contraintes et que je suis ravi justement de partager une vision peut-être un peu différente de celle que vous avez pu voir ou entendre autour d'un projet comme celui de Mars One. Et c'est aussi le magnifique prétexte dans ce magnifique lieu qui rejoint, qui permet la réunion du monde de la fiction et de la science, de vous faire toucher un peu du doigt ce qui se joue en ce moment dans le spatial, l'émergence du spatial privé notamment, dont Marc vous a dit quelques mots, et poser avec vous les problématiques des missions habitées vers Mars, et peut-être vous permettre de comprendre les enjeux des missions habitées vers Mars et pourquoi certains projets comme le projet Mars One, qui peut paraître extrêmement farfelu à première vue ou radical, qui est souvent présenté comme un one-way ticket, donc on a affaire à des suicidaires et puis égocentriques, et puis peut-être aussi, comme il s'agit d'une télé-réalité, quelque chose qui n'a pas de sens, vous permettre de peut-être aller plus loin que ça. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et de vous permettre de comprendre comment est pensé un projet comme celui de Mars One et comment il s'articule très très bien avec d'autres projets dont vous avez certainement entendu parler aujourd'hui autour des missions habitées vers Mars, qui est par exemple celui de SpaceX. Donc on va pouvoir passer à la suivante. Voilà, ça c'est un peu ce dont je vais vous parler pour commencer. On va poser le contexte, c'est-à-dire quelles sont les motivations pour aller sur Mars, sur le plan général. Pourquoi Mars est une étape clé, hein, c'est un court voyage pour l'imagination, mais c'est quand même Mars, c'est entre 50 et 400 millions de kilomètres d'ici, donc comment on peut envisager entreprendre un voyage sur Mars sur le plan technique. Mais évidemment, je suis sûr que vous demandez aussi l'être humain que j'ai devant moi, comment il peut envisager quelque chose de cette nature, une mission aussi ambitieuse qu'une mission habitée vers Mars. Donc je vais vous donner quelques pistes, on ne peut pas y répondre en 5 minutes, on en débattra probablement tout à l'heure avec vos questions, mais je vais vous donner quand même quelques pistes de compréhension pour vous dire pourquoi je me suis inscrit dans un projet comme celui-ci. On va pouvoir brosser rapidement une illustration de ce dont je vais vous parler, qui est justement ce projet Mars One et le projet d'Interplanetary Transport System de SpaceX, qui soulève les enjeux techniques d'une mission habitée vers Mars, mais il y aurait d'autres illustrations possibles, hein, bien sûr, et puis on ouvrira des petites perspectives pour la jeune génération, pour cette ère qui est en train de s'ouvrir, de l'expérience spatiale et la démocratisation de l'espace, qui est quelque chose qui est passionnant en tant que tel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 552 personnes ont volé dans l'espace depuis 61, hein, et on est une génération qui va voir s'ouvrir l'expérience spatiale sous des déclinaisons et des formes diverses et variées pour le plus grand nombre. Donc j'aimerais vous ouvrir à ça et avant le débat. Alors évidemment, il y a des prouesses dans tous les sens dans l'exploration spatiale. On peut parler de Rosetta, des prouesses robotiques, automatiques, des grandes missions grâce à nos ingénieurs, aux millions d'hommes et femmes au sol qui ont travaillé sur les architectures missions. Mais dès que figure l'homme dans une mission spatiale, évidemment, ça a une résonance bien différente, un supplément d'âme, une identification. On a pu le voir avec la mission de Thomas Pesquet encore récemment, Proxima. Il se passe quelque chose en nous, évidemment, quand un astronaute partage son expérience spatiale et nous place dans une autre perspective. On se souvient tous dans notre mémoire collective du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, ou de bien sûr Apollo 11 et l'homme sur la Lune, là c'est Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Et pourtant, à cette époque-là, on est bien plus près d'aller sur Mars aujourd'hui qu'au début des années 60 pour aller sur la Lune. Mais il y avait une vraie volonté politique à ce moment-là, il y avait une compétition Est-Ouest. Je vous apprends rien sur la guerre froide, donc c'était la locomotive qui stimulait l'exploration spatiale. Et aujourd'hui, les pionniers de l'astronautique sont surpris que, après l'arrêt du programme Apollo en 72, on soit toujours en orbite basse terrestre à 400 km d'altitude. Quand on y songe, ça change tout que ce soit vertical, mais c'est pas si loin. Alors, on y fait des tas de choses extrêmement importantes. On a appris
énormément grâce à ces missions d'orbite basse terrestre. Les contre-mesures qui ont été développées aujourd'hui pour la préparation de l'exploration spatiale plus lointaine, on le doit justement à toutes ces missions d'orbite basse terrestre, et on a encore beaucoup de choses à découvrir, évidemment. Donc, ces missions d'orbite basse terrestre sont extrêmement importantes, et le reste. Pour autant, si on attend d'être totalement prêt pour aller plus loin, on peut attendre encore longtemps, puisqu'il y a des choses qu'on ne pourra pas tester. Les particularités d'une mission habitée vers Mars, on va l'aborder un peu plus tard. Parmi les particularités, certaines ne pourront pas être testées sur Terre. Donc il y a toujours une part de pari, hein, c'est peut-être aussi la définition de l'homme, hein, qui a toujours repoussé un peu les frontières, explorer. Si on était resté depuis le début de l'humanité dans notre zone de confort, ben, on n'aurait pas accès au feu, à commencer par cette première rencontre technologique. Mais voilà, on a besoin d'aller plus loin, et c'est comme ça évidemment qu'on découvre et qu'on applique des choses à notre quotidien. Vous savez que l'exploration spatiale et les avancées permises par l'exploration spatiale, que ce soit en retombée directe, en spin-off des technologies donc, qui n'étaient nécessaires pour apprendre à vivre dans l'espace, et surtout tout ce qui n'était pas attendu, la sérendipité, parce que ce qui est intéressant quand on cherche, c'est de trouver aussi des choses qu'on ne cherche pas, est extrêmement utile et omniprésent dans notre vie quotidienne. Quand on injecte $1 dans la recherche et l'exploration spatiale, on ne jette pas de l'argent par les fenêtres. Évidemment, il y a des applications omniprésentes, extrêmement concrètes, depuis l'observation météo impliquée dans bien des métiers, jusqu'à des applications médicales. Je suis médecin et beaucoup d'avancées en imagerie ou en traitement justement des données nous vient directement de l'espace. Donc on a des applications concrètes dans tous les sens. Ce sera un peu long ici d'en faire la liste. Et donc quand on injecte $1, on a 10 à $20 dans les 10 ans de retombées très concrètes. Mais c'est vrai que politiquement, on peut se dire qu'il y a d'autres priorités, d'autres problèmes à régler avant d'aller financer des budgets extrêmement ambitieux, toutes les enveloppes des programmes spatiaux. On verra peut-être que les choses peuvent être vues bien différemment un tout petit peu plus tard ou au cours du débat. Voilà, mais les pionniers de l'astronautique sont aujourd'hui très surpris qu'on soit toujours, 40 ans plus tard, en orbite basse terrestre. Parce que depuis le début de l'exploration spatiale, l'étape clé, c'est bien l'exploration de Mars. On verra pourquoi. La version au risque, au moment d'Apollo, de nos sociétés qui évoluent, était bien différente. Il y avait malheureusement plus d'un risque sur 2 de ne pas récupérer l'équipage Apollo. On n'avait pas pu tester l'alunissage lors de la mission Apollo. C'est là qu'on voit que Neil Armstrong avait été bien sélectionné, parce qu'à ce moment-là, on avait besoin de pilotes d'essai qui avaient prouvé des capacités de sang-froid, de prise de décision dans des situations à risque extrême. Le pilote automatique de la capsule Apollo était des capacités à peu près d'une calculatrice début des années 2000. Donc à l'approche du site qui avait été soigneusement repéré par les ingénieurs, qui était la zone d'alunissage la moins risquée, à cette approche de ce site, tout le pilote automatique a fait sonner et retentir des alarmes dans tous les sens, puisque les capacités qu'il avait étaient vite saturées. Donc Neil Armstrong avait coupé les alarmes, reprendre le pilotage manuel, d'accord. À cette vitesse-là, évidemment, il a rapidement dépassé le site d'alunissage. Il a fallu se poser avec quelques secondes d'autonomie d'ergol pour pouvoir repartir ensuite. Évidemment, il ne s'agit pas simplement d'alunir, mais de pouvoir repartir. Donc le risque était considérable. Et Neil Armstrong, en faisant tout ça, n'est pas monté à plus de 80 par minute en fréquence cardiaque. Donc on a une preuve un peu de son sang-froid. Et ce qui donne aussi l'image des premiers astronautes qui sont les Space Cowboys, l'étoffe des héros, cet imaginaire qu'on a collectif et qu'on retrouve aussi beaucoup dans les fictions, mais qui a bien changé depuis, puisque le problème de ces personnalités-là, c'est que parmi eux, on avait quelques caractériels. À l'époque des stations spatiales et donc des missions longue durée, on a quelques missions qui ont failli être mises en péril à cause d'incompatibilité d'humeur ou de conflits interpersonnels sur ces personnalités très fortes. Donc vous avez maintenant pu voir que la sélection des astronautes attache une grande importance avec ces sélections psychologiques, capacité de travailler en groupe, de collaborer, de personnalité souple, et qui a bien conscience des différences
culturel, puisque dans l'espace, on fait collaborer les Américains, les Russes, il y a une coopération internationale, c'est un vecteur de coopération internationale, le spatial, qui est décisif. Donc évidemment, on trouve, et là c'est le lieu pour évoquer ça, on trouve l'inspiration, l'être humain depuis le début de son histoire, et bien avant l'Antiquité, était déjà passionné par les étoiles et par l'univers qu'il avait au-dessus de sa tête. Et puis on a eu quelques inspirations dans la science-fiction, dans l'art bluffant, quand on songe à la fusée de Tintin ou à l'œuvre de Jules Verne, on s'aperçoit à quel point des auteurs de science-fiction, de romans ou de créatifs étaient visionnaires, peut-être parce que ça nourrit aussi l'imaginaire de certains de nos ingénieurs, mais aussi parce qu'ils avaient compris avant justement bien de leurs contemporains les enjeux de l'exploration spatiale. Donc l'exploration spatiale, c'est vraiment fait converger un peu ce qui est à la frontière, c'est à la fois un vecteur de coopération, un stimulant pour la créativité humaine et l'ingéniosité, et puis c'est aussi un programme spatial véhicule des valeurs extrêmement intéressantes et ressourçantes pour nous tous, que sont la science, la technologie, l'entraide, l'effort, justement le défi, la capacité à prendre des risques. Pourquoi Mars en particulier est défini depuis les années 50, la fin des années 50, comme une étape clé de l'exploration spatiale? C'est parce que on a des questions passionnantes et des réponses partielles qui s'y trouvent. À commencer par la grande question de la vie sur l'univers, qui nous passionne probablement de nombreuses personnes ici et qui me passionne personnellement, qui est: on a une réponse au moins partielle sur Mars. Pourquoi? Parce que Mars est la mémoire vivante des conditions qui ont présidé à l'émergence de la vie sur Terre le premier milliard d'années. Sur Terre, la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années, peut-être même 4,1 milliards d'années, à une époque où Mars était plus accueillante que la Terre. Parce que Mars, à cette époque-là, sur son premier milliard d'années, était chaude, humide, une atmosphère dense, des océans, des ruisseaux. Depuis, l'atmosphère s'est évaporée, en partie parce que son activité du noyau et sa magnétosphère qui protège du vent solaire a disparu, et donc une grande partie de l'atmosphère s'est évaporée. Aujourd'hui, on est à 6 millibars, on a une atmosphère qui est très très fine sur Mars. Mais à l'époque, le premier milliard d'années, les conditions étaient probablement plus favorables et il y avait des échanges réguliers entre Mars et la Terre de matériaux avec des impacts météoritiques. Et sur Mars, on retrouve encore aujourd'hui tous les ingrédients qui conduisent à l'émergence de la vie. De l'eau, de l'énergie, la chimie du carbone. Donc si on trouve de la vie en sous-sol, par exemple, sur Mars, présente ou passée, des traces de vie passée ou présente, sous forme de micro-organismes, c'est que l'univers est bio-friendly, c'est-à-dire que dès que les conditions sont réunies, la vie émerge assez facilement, ce qui est déjà passionnant en soi et qui est vertigineux quand on songe à toutes ces exoplanètes qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont bien moins accessibles que la planète Mars. Vous savez que la planète Mars, c'est clairement la planète après la Terre en zone habitable, c'est-à-dire où l'eau peut exister sous forme liquide, sous certaines conditions, la plus accessible. Elle est accessible en 6 à 9 mois de propulsion chimique classique avec les fusées qu'on connaît, alors que l'exoplanète la plus proche, le système stellaire le plus proche, est à plus de 4 milliards d'années-lumière, 4 années-lumière, donc vous imaginez évidemment que c'est un voyage qui, avec les moyens actuels, n'est pas envisageable avant de plusieurs générations, et avec des innovations majeures, évidemment. Mais par contre, Mars est accessible. Il y a une fenêtre technologique qui s'ouvre, on est en capacité d'atteindre Mars si on a un budget illimité. En 30 ans, on peut être sur Mars. Mais on n'a pas de budget illimité, on comprend bien pourquoi, et c'est une des problématiques. Et si on ne trouve pas de vie sur Mars, c'est qu'il nous manque une étape clé dans l'émergence de la vie, ce qui est en soi scientifiquement très intéressant aussi. Et puis, quand on s'intéresse à l'espace ou à la planète Mars, on s'intéresse à la Terre. Il ne faut pas croire que si on s'intéresse à Mars, c'est parce qu'on veut une planète plan B, parce qu'on a fait n'importe quoi sur la planète plan A, et qu'on s'en moque. Pas du tout. Si on veut apprendre à vivre sur une autre planète, eh bien, il va falloir un tas d'avancées, bien sûr, et il faut apprendre à gérer de façon optimale les ressources planétaires, l'énergie, le recyclage, la télémédecine, des choses très concrètement très utiles sur Terre. Et dès qu'on s'intéresse à l'espace, on s'intéresse à la Terre. On en parlera un petit peu tout à l'heure avec l'Overview Effect.
planétologie comparée aussi, puisque maintenant Mars est très différente de la Terre, et donc, mais l'activité géologique s'est arrêtée. Donc sur Terre, pourquoi je vous disais que Mars était une mémoire vivante des conditions qui ont présidé à l'émergence de la vie, c'est que le premier milliard d'années, ensuite, ces traces-là ont été figées. On a toutes ces traces encore accessibles sur cette planète, puisqu'il n'y a plus d'activité tectonique, plus d'activité géologique, ou si peu, alors que sur Terre, tout ce qu'on aurait pu découvrir de ce premier milliard d'années a été effacé par l'activité géologique et la tectonique des plaques. Donc, c'est un livre ouvert sur l'histoire de la vie et de la planétologie. Et en planétologie comparée, on peut apprendre beaucoup de choses sur notre planète, évidemment, sur Mars. Donc il y a des enjeux scientifiques, il y a des enjeux technologiques, il y a aussi d'autres enjeux qui sont plus philosophiques, hein, ou d'autres enjeux qui sont soulevés par Stephen Hawking, par exemple, qu'on a perdu récemment, ou même Elon Musk, qui sont des catastrophistes éclairés. Ils disent que voilà, pourquoi à l'échelle cosmologique se presser de préparer une mission habitée vers Mars? On peut laisser ça aux générations suivantes. Et certains, dont je fais partie, même si moi je suis trop optimiste pour être dans ce catastrophisme éclairé, c'est que cette fenêtre technologique qui s'ouvre, elle peut se refermer beaucoup plus vite qu'on ne le pense, dans la mesure où malheureusement on peut avoir des catastrophes à l'échelle planétaire qui rayent l'espèce humaine de la carte, et l'être humain lui-même est devenu un de ses premiers dangers. Hein, à l'ère de l'Anthropocène, on est malheureusement en capacité aussi d'abîmer notre environnement, dont on parle beaucoup, évidemment, du changement climatique, mais aussi de s'autodétruire. Donc cette fenêtre technologique s'ouvre, elle peut se refermer plus vite qu'on ne le pense. Pourquoi ne pas se préparer dès aujourd'hui à apprendre et développer ce qu'il est nécessaire pour vivre sur une autre planète? Donc je pense qu'on peut passer à la prochaine. Merci Aurélien. Alors, on va parler donc très rapidement, après cette diapo, des enjeux et du contexte. Une mission habitée vers Mars. Immanquablement, on me pose souvent la question, mais pourquoi vous envisagez une mission aussi ambitieuse qu'une mission habitée vers Mars en tant qu'être humain, là, que j'ai très concrètement en face de moi? Ça ne s'explique pas en quelques minutes, mais je vais vous donner quelques pistes de compréhension. La première chose, c'est que ça vient de très très loin. Hein, il ne faut pas que ce soit une lubie qui a quelques semaines ou 2 mois, ou qui soit purement fantasmatique. Tiens, ça a l'air sympa d'aller sur une autre planète. Il faut avoir une pleine conscience des enjeux, des implications et des risques. On est sélectionné aussi pour ça. Donc ça vient de très loin. Là, vous voyez à droite, c'est moi à 4 ans. À cet âge-là, à 2 ans, je voulais être savant, je voulais connaître des tas de choses sur l'univers, mais je ne m'en souviens pas. Ça, c'est les adultes qui me racontaient. Après, j'ai voulu être cascadeur, et à partir de cet âge-là, une belle synthèse, je voulais être astronaute. Et ce rêve-là de gosse, hein, d'enfant, ne m'a jamais véritablement quitté. Pourtant, c'est pas raisonnable de vouloir être astronaute. C'est pas raisonnable de vouloir aller dans l'espace, puisque aujourd'hui 552 personnes ont volé, hein, depuis 61, ça fait peu, 10% de femmes. Et puis il n'y a pas d'école pour être astronaute. Voilà. Et on ne peut pas faire de plan aussi invraisemblable que cela. Donc à l'âge de raison, on a tendance à éteindre un petit peu ses rêves d'enfant et puis être dans quelque chose de plus concret, pragmatique, les pieds sur terre. Et donc, bon, j'ai plusieurs passions, à commencer par celui de l'humain, donc pour ça que je suis médecin, en premier lieu, c'est le cœur de mon métier. Mais à chaque fois que j'évoquais l'exploration spatiale, et vous, je pense que c'est le cas aussi à travers la science-fiction, bah, ça me faisait vibrer, il se passait quelque chose, pas toujours explicitable, mais ça me faisait vibrer. Donc j'ai pas véritablement totalement censuré ce rêve d'enfant. Finalement, l'enfant que nous avons tous en nous, qui est notre part curieuse, ouverte sur le monde, pluripotente, et qu'on a tendance à éteindre à l'âge de raison, c'est le meilleur capitaine de notre vaisseau. Par contre, évidemment, il ne faut pas le laisser piloter tout seul, parce que le vaisseau va faire un peu n'importe quoi s'il n'a pas un super copilote qui est l'autre part de nous-mêmes. Il faut laisser s'épanouir un peu, et qui va nous permettre de lever un certain nombre de contradictions, et qui est le sage, hein, cette partie qu'il faut laisser travailler, une partie plus future de nous-mêmes. Et donc l'enfant que nous avons en nous et le sage qu'il faut laisser se développer, eh bien, c'est un super équipage. Donc ça, c'est la première piste. Et puis la deuxième piste, c'est la notion d'ikigai, une autre passion qui sont les arts martiaux, et je leur ai emprunté une notion, mais qui nous permet au moins de comprendre la profondeur de cette passion pour Mars qui, en ce qui me concerne, a 20 ans. Ça fait 20 ans
je me passionne pour cette planète Mars. Quand j'ai compris que finalement, en lisant un article au moment de Mars Pathfinder sur les missions habitées vers Mars, que c'est notre génération qui allait voir l'homme sur Mars, puisqu'à l'époque c'était projeté en 2020, hein, ça fait... depuis les années 50, les missions habitées vers Mars sont projetées à un horizon de 30 ans. On va voir pourquoi. Donc à l'époque c'était 2020, mais c'est incroyable, depuis que Sapiens existe, on est en capacité d'atteindre notre planète. Alors je veux vivre ça de près ou de loin, mais je veux vivre ça intensément. Et donc, à 20 ans, peut-être les motivations étaient différentes que celles que j'ai à 40. Mais est-ce que les motivations sont les bonnes? Quand on s'inscrit dans un projet comme celui de Mars One, où le premier risque est celui d'être incompris, est-ce que je le fais pour de bonnes raisons? Si c'est simplement une bulle de développement personnel, ça va vite perdre son sens et éclater. Et c'est là que je trouvais que l'ikigai représentait bien tout ça. L'ikigai, c'est quoi? C'est la réunion. C'est traduit par la raison d'être. C'est une notion japonaise, la raison d'être, mais qui est une traduction partielle. C'est aussi la raison pour laquelle on est heureux de se lever, de faire le métier, d'avoir la vie qu'on a tous les matins, et qu'on cherche quelquefois toute sa vie, ou qu'on découvre tôt, et qui est à la réunion entre dans quoi je prends du plaisir, qu'est-ce qui a du sens pour moi et dans lequel je peux m'employer, dans quoi je pense que j'ai des compétences, et rajouter à ça, vous avez dans quoi, à ma petite échelle, je peux changer un peu le monde. Et au milieu de tout ça, vous avez l'ikigai. Voilà. Alors moi, il est particulier, il est différent pour tout le monde, et c'est bien de le chercher d'ailleurs, et de le trouver si possible. Moi, il est un peu particulier parce qu'il s'agit de Mars, et puis on a une projection un peu lointaine, mais ça peut être aller pêcher dans le lagon d'à côté. Et donc c'est très important, peu importe, mais il faut trouver ça, il faut que, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui a du sens et qui fait converger tout ce qui a du sens pour nous, en ce qui me concerne, c'est l'humain, l'exploration, la connaissance, et ces défis-là, après, il faut vivre son présent le plus intensément possible et marcher en confiance, quels que soient les allers-retours, les synchronisations. Un des magnifiques... l'intuition est un très très beau GPS. C'était une fou, Galiléo. Quand vous avez... vous savez qu'on est formaté au cours de notre trajectoire scolaire par finalement, on est formaté par notre cerveau gauche. Hein, on hypertrophie notre cerveau gauche. C'est le côté rationnel, accessible au langage, au raisonnement séquentiel, explicite. Et puis on met de côté un peu trop souvent, de moins en moins maintenant, le cerveau droit, créatif, avec une autre vitesse de traitement, celui qui vous permet ces moments eureka après une sieste de travail, sur un problème de maths sur lequel vous bloquiez la veille au soir. Donc ce cerveau droit, on a tendance à l'éteindre un peu, et en fait il faut, pour ça que je parle de combinaison, on parlait de la combinaison entre passé, présent, futur, puisque finalement si vous voulez, une fois que vous avez défini quelque chose qui a du sens, vous faites des allers-retours entre cet objectif et votre présent. Hein, il ne faut jamais oublier de regarder votre cockpit quand vous pilotez. Et puis, finalement, cette combinaison entre cerveau gauche et cerveau droit et fonctionner aussi de manière un peu plus intuitive. Ça nous dit des choses, les intuitions qu'on peut avoir, restent après à l'expliciter. Vous savez que les grandes décisions dans votre vie, finalement, vous les prenez quelquefois de façon totalement intuitive. Voilà, quand vous achetez une maison, vous entrez dans une maison, et après, a posteriori, vous l'explicitez, vous décomposez, vous trouvez un peu de rationnel là-dedans. Mais voilà, on fonctionne comme ça, l'être humain fonctionne comme ça et c'est un peu sa force. Et la force de l'être humain aussi, c'est que finalement c'est à la fois sa faiblesse. L'être humain est incroyablement immature à l'âge adulte. Hein, par rapport à d'autres espèces animales, on est très immature, mais c'est grâce à ça qu'on a dû développer fiction, culture et technologie. Hein, c'est cette grande et qui procure cette grande adaptabilité. Et je pense que l'être humain a une des meilleures chances de la vie telle qu'on la connaît de s'adapter aux restrictions de la vie sur une autre planète. Donc je pense qu'on peut passer à la suivante. On a d'autres champions avec l'être humain. Hein. Le tardigrade, c'est un petit ourson microscopique qui est un champion physiologique de l'adaptation à l'espace. Il supporte le vide spatial, les radiations, des pressions incroyables. Mais l'être humain a cette capacité aussi de s'adapter grâce justement à ce qu'on appelle la néothénie, cette grande immaturité dont on parle. Alors pourquoi, on arrive très concrètement au contexte, pourquoi l'horizon 30 ans dont je vous ai parlé? Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que des entités autres que des agences spatiales, gouvernementales, qui ont ce savoir-faire développé depuis la fin des années 50 en coopération internationale, puissent mener une mission habitée vers Mars.
Il ne faut pas imaginer ça. Et c'est ça qui est en train de changer. C'est ça qui est en train de changer parce que le gros inconvénient des agences gouvernementales, c'est qu'elles dépendent de budgets votés par des décisions politiques. Et quand on imagine les budgets impliqués dans un programme spatial, alors dans les années 50, Von Braun avait comme projet déjà de mener l'homme sur Mars. Donc il avait imaginé une architecture mission assez pharaonique, avec 80 personnes à la fois dans des grands vaisseaux, des stations de réapprovisionnement en orbite basse terrestre, V6 lunaire, une base lunaire, plusieurs vaisseaux, une flotte de vaisseaux qui amenait tout ce dont on avait besoin pour la mission martienne à la fois. C'était colossal, et même quand il a un peu affiné son projet, on était sur des budgets qui dépassaient les 800 milliards de dollars d'équivalent actuel. Alors même si évidemment c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est un budget qui est complètement prohibitif. Et pourtant, ces architectures inspirées du projet Von Braun, c'était celles qu'on a repris jusqu'aux années 90. On voyageait pas léger, on voyageait avec tout ce dont on avait besoin, ce qui était colossal et jamais voté par le congrès de la NASA, évidemment, on peut le comprendre. Depuis donc, la fin des années 90, on a essayé d'injecter un peu d'astuce dedans grâce à des projets nombreux, comme celui de la Mars Society, par exemple Mars Direct, qui sont des projets beaucoup plus astucieux, qui utilisent les ressources in situ, qui utilisent l'aérocapture, l'aérofreinage, qui utilisent le plus d'astuces possible pour réduire au maximum le besoin de levier financier. Donc on arrive quelquefois à des missions assez rustiques, 30-50 milliards de dollars. Vous savez que le budget de l'ISS ou de la navette spatiale, c'est 100 milliards de dollars. On sait que les enveloppes gonflent, mais ces projets-là sont des enveloppes qui sont à peu près sur 20-30 ans, à peu près qui correspondent à un programme d'ISS ou de navette spatiale. Donc c'est pas forcément prohibitif. Sauf que pour une architecture mission classique, c'est-à-dire 1000 jours, aller 500 jours sur place, retour, c'est un horizon de 30 ans parce que pour le lancement depuis Mars et le retour, on a besoin d'innovations technologiques encore nombreuses. Donc 30 ans incompressibles, et ça, politiquement, ça passe pas bien. Quand on a des gros budgets et qu'on a un horizon de 30 ans, on a envie de le laisser pour les suivants. Voilà. Donc cet horizon a glissé depuis les années 50. Au départ, on projetait l'homme sur Mars dans les années 80. Quand j'ai eu 20 ans, c'était 2020. Et aujourd'hui, avant ce qui est en train de se passer et redémarrer aujourd'hui, c'était dans 30 ans, fin des années 30, décennie 40. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on a l'émergence du spatial privé, qui est la nouvelle locomotive, le nouveau stimulus de l'exploration spatiale. Tout est en train de redémarrer. On ne sait pas trop bien si on va aller sur la Lune, si on va aller faire les deux, aller sur Mars, si on utilise la Lune, qui peut être pertinent pour aller sur Mars. Tout ça est en cours de discussion. Les Européens veulent aller monter un village lunaire. Les Chinois avancent étape par étape. Les Américains, c'était Journey to Mars à nouveau qui avait redémarré, mais là on à nouveau focus sur la Lune. Bon, il y a des projets qui avancent, qui glissent, qui se déconstruisent, qui sont abandonnés, qui redémarrent. Mais on a des entités privées qui maintenant, aujourd'hui, ont développé un savoir-faire. Et c'est là qu'on va pouvoir parler un peu de SpaceX, par exemple, ou du projet Mars One, qu'il faut voir comme les ressources humaines d'un tel projet. Alors que SpaceX, c'est l'ingénieur entrepreneur, le système de transport lui-même. Ces entités-là ont développé un savoir-faire aujourd'hui qui fait redémarrer tout ça. On peut passer à la suivante. Merci Aurélien. Si on peut passer à la diapo suivante. Parfait. Voilà à quoi ressemblait SpaceX en 2002. Tout le monde souriait. Ça ressemble à une petite start-up de rien du tout. Mariaki. Et pourtant, c'était l'équipe première de SpaceX avec les ingénieurs de SpaceX. On avait du mal à l'époque, il avait quelques réussites entrepreneuriales Elon Musk déjà, mais on avait quand même du mal à croire qu'aujourd'hui il serait le principal avec Boeing, supplier de mission cargo puis de mission habitée de la NASA, et qu'il aurait ce savoir-faire et ces breakthroughs que vous avez probablement tous, auxquels vous avez assisté avec par exemple l'aspect un peu communication de Starman et de sa voiture rouge, sa Tesla rouge dans l'espace. En fait, l'avantage d'Elon Musk, c'est qu'il a une vision, on parlait de l'enfant tout à l'heure, il a un énorme atout, c'est qu'il arrive avec une vision d'abord naïve.
Table rase. Les experts ont bossé depuis très longtemps sur les lanceurs réutilisables. La navette spatiale, c'était ça, c'était réutiliser l'ensemble de la navette pour augmenter les cadences et puis faciliter l'accès à l'espace et réduire les coûts. Les experts ça a été un échec partiel de ce point de vue-là, hein, puisque la navette spatiale n'a jamais été totalement réutilisable, que respécifier un élément qui a déjà volé, c'est compliqué aussi. Et donc les experts en étaient revenus tout très logiquement à des lanceurs classiques à plusieurs étages. Et Elon Musk, qui n'était pas un expert de rocket science quand il lance SpaceX, se dit, bon, la première chose, c'est on va peut-être éviter de balancer l'avion à chaque fois qu'on fait un Bordeaux-Martigues, et on va réutiliser l'ensemble du lanceur. Les experts pouvaient sourire un petit peu, surtout en voyant cette équipe au départ. Il a failli faire faillite en 2008, hein, d'ailleurs il a été sauvé par la NASA, Elon Musk, donc c'était des risques considérables qu'il prenait. Mais on parlait de l'ikigai tout à l'heure, Elon Musk veut mener l'humanité sur Mars. C'est son grand truc depuis toujours. Et lui, il s'intéresse à l'ingénierie et à l'entreprise, qui permettrait de développer un système de transport pour une espèce multiplanétaire, avec cette petite pointe de catastrophisme éclairé. Et simplement, il n'est pas resté sur une vision naïve. Il a fait table rase, il a recommencé à reconstruire sa façon de voir les choses très personnelle. Et ensuite, il a lu 800 bouquins de rocket science. Il s'est hissé au niveau des experts. Il est capable de mener un projet tout seul d'ingénieur aérospatial. Voilà, donc il faut combiner cette vision-là, quelquefois re-questionner ce qu'on prend pour acquis, et ensuite se donner les moyens, par le travail, par les connaissances, ou en s'entourant de compétences, d'atteindre un niveau d'expertise. Donc on peut passer à la suivante. Cette petite équipe qui maintenant est une grande équipe a quand même proposé quelque chose d'incroyable. Ça c'est l'ikigai d'Elon Musk, l'ikigai, enfin j'imagine. On va passer à la suivante. Il a proposé quand même un système une navette interplanétaire entre la Terre et Mars, aller-retour, 100 personnes à la fois, dans les 10 ans à venir. Je ne sais pas si vous imaginez, ça paraît de la science-fiction, hein, et c'est très très concret. Jusqu'à présent, tout ce qu'a annoncé Elon Musk, il l'a fait. Il n'a pas toujours, même souvent, rarement tenu les timelines. Je ne sais pas pourquoi ses objectifs, son calendrier est toujours aussi serré. Dans 10 ans, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je suis persuadé qu'il va le faire. Et d'ailleurs, il oriente tout son système de lanceurs vers le lanceur BFR, que certains appellent malicieusement Big Fucking Rocket. Les enfants, c'est bien, j'espère que vous ne parlez pas anglais. Et donc, c'est une navette gigantesque qui transporte 100 personnes à la fois vers Mars et qui est capable de ramener aussi 100 personnes à la fois vers la Terre et que vous allez très probablement voir apparaître dans les 20 ans à venir. Il veut abandonner petit à petit les petits lanceurs Falcon et proposer son BFR qui est compatible et polyvalent, qui a injecté beaucoup d'astuces, hein, parce que les ergols par exemple utilisés, c'est du méthane, l'oxygène, pas de l'hydrogène liquide, qui est plus performant, mais parce que le méthane, on peut, grâce aux technologies d'utilisation des ressources in situ, on peut le retrouver dans tout le système solaire. Et il est à même considéré que son système de transport permettait aussi, par un vol suborbital qui monte à 100 km d'altitude et à plus de Mach 5, permettre de mettre n'importe quel point de la planète à 2 heures d'un autre point de la planète. Hein, c'est encore mieux que le Concorde de ce point de vue-là. Et avec 100 personnes à la fois. Plus de 100 personnes d'ailleurs, parce que les 100 personnes dont je vous ai parlé, c'est pour avoir un habitat correct sur un voyage interplanétaire entre la Terre et Mars. C'est 6 à 9 mois, hein, le voyage entre la Terre et Mars en propulsion chimique classique. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Et c'est là, voilà à quoi ressemble la partie supérieure de son lanceur deuxième étage, qui se pose entièrement sur la planète Mars, avec une partie pour le carburant, et puis en haut, l'habitat des passagers, un peu comme dans un gros vaisseau, gros bateau croisière. On va passer à la suivante. Et c'est là que je voudrais... Alors évidemment, les défis, ils sont multiples, ils sont colossaux. La plupart des experts passionnés dans les missions orbitées vers Mars considèrent qu'aucun n'est insurmontable, même si on a des défis budgétaires, bien sûr, on a des défis technologiques, on a des défis physiologiques, notamment quand on sort de la magnétosphère, il y a le problème des radiations. On a développé beaucoup de contre-mesures pour la vie en microgravité prolongée. Enfin, il y a des défis, on est d'accord. Aucun n'est véritablement insurmontable, finalement.
Le défi principal, on est à peu près tous d'accord là-dessus sur une mission habitée vers Mars, c'est le défi psychologique. C'est comment trouver des équipages qui sont câblés pour ce type de mission. C'est le défi principal. La sélection des équipages, l'entraînement, la formation. Et c'est là qu'intervient l'idée de Mars One. On peut passer à la prochaine diapo, qui s'articule d'ailleurs très très bien avec ce dont je viens de vous parler du système de transport interplanétaire. Parce que si on y songe, Elon Musk s'intéresse lui pour l'instant à l'ingénierie, d'accord, du système de transport. Mars One n'est absolument pas une entité qui a un savoir-faire d'ingénierie spatiale, pas du tout. Mars One, c'est les ressources humaines. C'est comment le savoir-faire, le comité de sélection, Dr Krab, professeur Cass, on travaille 20 ans pour la NASA, 10 ans pour les Russes, et ils sont spécialisés dans la sélection des équipages en mission isolée, confinée, environnement extrême. Le savoir-faire, il est là. C'est comment on sélectionne ces équipages-là. Et éventuellement, même si Mars One dépend plus de SpaceX pour le système de transport que SpaceX ne dépend de Mars One, une entité comme SpaceX peut décider, lorsque son système de transport est prêt, d'aller chercher des groupes qui s'entraînent depuis 15 ans pour ce type de mission, Mars One ou ailleurs, monter son propre corps d'astronaute. Il faudrait que l'idée de Mars One, c'est de se préparer dès aujourd'hui, dès à présent, à trouver ces groupes, à les entraîner, les former. Si on trouve les bons groupes et qu'on a 10, 15, 20 ans pour les former, sachant que les premiers groupes sélectionnés ne seront pas forcément ceux qui iront au bout le jour J, parce qu'en 15 ans, il peut s'en passer des choses. L'idée, là, c'est qu'on se prépare dès à présent. Alors, on met un peu la charrue avant les bœufs avec Mars One, ce qui surprend un peu les experts, en disant, mais attendez, normalement, quand on monte une mission spatiale, on a un pool d'astronautes professionnels qui sont sélectionnés, même s'ils travaillent très très bien en groupe, ils sont sélectionnés individuellement. Quand on a le budget pour le hardware, pour fabriquer l'infrastructure, eh bien, on fabrique l'infrastructure. Ensuite, on spécifie, on qualifie tous les systèmes à la mission. Et ensuite, on sélectionne l'équipage qui va s'entraîner sur la mission. Mais les missions lointaines, astéroïdes, lune de Mars, Mars, un temps d'entraînement est tellement long, surtout à apprendre à fonctionner correctement dans son groupe, dans son équipage, que tout cela prend beaucoup de temps. Et on sait bien que les agences spatiales, on l'a dit tout à l'heure, souffrent d'une grande inertie et de décisions politiques. Et donc Mars One se prépare alors qu'il va laisser tout le savoir-faire d'ingénierie en parallèle traité par ceux qui ont développé le savoir-faire. SpaceX, Lockheed Martin, Ariane, j'aimerais bien, évidemment, Paragon pour le système support vie, etc. Tout ça sera traité en parallèle. On a une logique privée, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de sous-traiter, on a la possibilité de faire évoluer son plan et d'intégrer justement l'état de l'art, ce qui est plus difficile quand on a voté des budgets sur un programme spatial qu'on fige un petit peu au moment où on fait le choix de l'architecture mission. Et en intégrant tout ça à sa feuille de route, eh bien, on bénéficie éventuellement de certaines avancées si elles arrivent, ou reculade aussi, parce qu'on sait très bien que le progrès n'est pas univoque, et quand on avance, on a de nouvelles questions qui surgissent, évidemment. Voilà, donc le plan est évolutif, il s'agit de sélectionner d'ores et déjà les bons groupes et de s'y préparer dès maintenant, et puis de s'appuyer aussi sur la médiatisation, c'est-à-dire c'est pas de la télé-réalité telle qu'on l'imagine ou on la voit actuellement, surtout pas, c'est la meilleure façon de faire rater la mission. Il s'agit plutôt d'une série documentaire. Vous avez vu la mission Proxima aujourd'hui, tout programme spatial, toute mission est extrêmement médiatisée. Et quand on songe, et c'est la règle du jeu, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on inspire, notamment les jeunes générations, on a des choses extrêmement positives, on a pu le voir grâce à Thomas Pesquet. L'inconvénient, c'est qu'il y a des catastrophes dans le spatial, c'est encore risqué, et que là, vous embarquez tout le monde avec vous. Donc il faut penser à ça déjà en amont, il y a des questions éthiques et psychologiques dans tous les sens. Alors si on se prépare dès à présent à une mission vers Mars, une des problématiques, c'est qu'on se prépare sur une base permanente. Parce qu'une architecture classique aller-retour, je vous ai dit, ça nécessite encore des innovations. Et l'architecture qu'on peut mener là rapidement dans les 15-20 ans, c'est une architecture base permanente. C'est mieux que la mission planter de drapeau, on reste un mois sur place, c'est beaucoup plus constructif. Mais ce n'est pas dénué de problématiques psychologiques et éthiques qui augmentent encore la difficulté de sélectionner les équipages. Ça ne veut pas dire que le retour est interdit ou qu'il ne soit pas intégré ou articulé secondairement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut envisager une base permanente. Donc ça, c'est très particulier. Parmi les candidats, il y a des passionnés du Mars to Stay,
des fondamentaux du Mars to Scale, ça se défend bien en logique froide, hein, c'est-à-dire que la partie la plus risquée, la plus coûteuse de la mission, qui multiplie par 10 au moins le coût et le risque, c'est le lancement depuis Mars. Vous avez vu à quel point c'est difficile de lancer depuis la Terre avec toute une équipe énorme au sol. Alors depuis Mars, c'est encore extrêmement complexe. Donc c'est la partie la plus dangereuse. Mais on peut envisager ça, mais quand on est dans la fusée, prêt à être prêt, et qu'on l'éprouve véritablement, c'est encore différent. Et puis il y a des visions plus tempérées, comme la mienne et d'autres candidats, qui sont articulés avec d'autres projets comme celui de SpaceX que je vous ai fait toucher du doigt. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, voilà, comment on médiatise tout ça? La médiatisation, ça a deux intérêts. Il y en a un très matérialiste finalement, qui est celui qui a motivé Bas Lansdorp à lancer l'aventure Mars One lorsqu'il a vu les retombées des droits de diffusion des Jeux Olympiques, un autre événement global médiatique positif, en se disant, voilà, j'ai fait le tour des spécialistes de l'ingénierie spatiale, j'ai budgété, et ce budget correspond, ma feuille de route, et correspond à peu près aux droits de diffusion des Jeux Olympiques. Ben voilà comment je vais pouvoir rassurer les investisseurs sur un horizon 10, 15, 20 ans. C'est la médiatisation. Quand on songe que 500 millions de personnes étaient devant les postes de télé en noir et blanc en 69 pour les premiers pas de l'homme sur la Lune, et qu'on songe, là on parle de 2031, 2032 ou plus tôt pour les premiers équipages, à 8,5 milliards d'êtres humains dans une époque hyper connectée, on voit un peu le potentiel de valorisation médiatique. Et de toute façon, tout programme spatial aujourd'hui est médiatisé sous forme de séries documentaires finalement. Il s'agit de montrer la sélection, l'entraînement, l'équipage, avec, si possible, véhiculer des valeurs qu'on doit voir dans un programme spatial, qui sont justement ces valeurs science, technologie, inspiration, effort, entraide, travail, etc. Donc ça, c'est la deuxième raison d'être, chère aussi aux fondateurs de Mars One, qui est événement médiatique global positif. Vous savez qu'on est un peu nourri par des événements globaux médiatiques négatifs, hein. Et donc, l'idée aussi, on a la Coupe du Monde, on a les Jeux Olympiques, on a des événements comme ça, on a besoin aussi d'être nourri, réenchanté par des événements globaux médiatiques positifs. C'est le rôle que peuvent jouer les programmes spatiaux ou l'ouverture de l'expérience spatiale au plus grand nombre. On peut passer à la suivante, on va passer directement à l'autre. Voilà, donc l'idée là, c'est de sélectionner d'ici un an les 3 à 6 équipages de 4, 2 hommes, 2 femmes, 4 continents différents par équipage. Hein, c'est une vocation internationale, on peut le comprendre. Il ne s'agit pas d'injecter quelques hommes et femmes dans l'espace, mais porter d'une certaine manière, et au moins de façon symbolique, mais plus que ça, l'humanité dans une nouvelle perspective vers Mars. Donc vocation internationale, 4 continents différents. Il y a aussi un intérêt à ce que les équipages soient très divers en cursus, en âge, en genre, en culture. C'est que la diversité augmente l'angle de résolution de problèmes, parce qu'il faut s'attendre à de l'inattendu sur une mission si particulière qu'une mission habitée vers Mars. Et vous élargissez l'angle de résolution de problèmes quand vous avez des gens très très différents dans votre équipage. La difficulté quand on est très différent, c'est l'harmonie du groupe, la dynamique de groupe, et que le groupe ne s'effondre pas et fonctionne correctement. Donc là aujourd'hui, on a été sélectionné sur c'est le select out, ce qui est aujourd'hui, on peut dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose sur le plan de la sélection, puisque pour sélectionner les équipages, d'abord, il faut passer par un filtre multicritères, qui sont les critères protecteurs pour une mission habitée vers Mars. C'est-à-dire, on sait, grâce aux sous-marins, aux forces spéciales, aux hivernages polaires, aux missions spatiales prolongées, on sait quels sont les critères de personnalité, de gestion du stress, de stratégie de coping, qui sont protecteurs pour une mission comme celle-ci. Et ça quand on passe ce filtre-là, ça veut dire qu'on ne manifeste pas d'inaptitude apparente à ce type de mission sur la base de ces critères. Ça ne veut pas dire qu'on a ce qu'il faut pour fonctionner correctement pour une mission habitée vers Mars. Et donc ça, c'est tout l'enjeu du selecting, qui est la partie la plus passionnante de la sélection et la plus difficile aussi, qui est un vrai challenge, puisque là, il faut tester les groupes en isolation. Ce qui fait exploser un groupe, surtout s'il est très différent, de cultures très différentes, c'est pas les pannes dans tous les sens, les stresseurs, les privations en isolement, c'est bien
la chaussette sale qui traîne depuis 15 jours, ou les implicites culturels dont vous n'avez même pas idée, vous êtes formaté depuis tout petit, il y a quelque chose qui vous froisse mais c'est pas accessible à votre compréhension, et ça vous fait dégoupiller. C'est ça qu'il faut, et c'est pour ça que dans l'entraînement, on est 9 mois sur les bancs de l'école, tous les ans, pour apprendre tout ce qu'il faut apprendre pour une mission à guider vers Mars. Ce qui est intéressant, c'est le chemin. Prendre la médecine, la géologie, la planétologie, la maintenance de la base, bien évidemment, la botanique, etc. Vivre dans la culture et dans le pays des coéquipiers, des 3 autres coéquipiers, pour comprendre comment ils fonctionnent culturellement aussi. Et ensuite des missions d'isolation où on teste les groupes en challenge de groupe pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans des bases analogues, de plus en plus éloignées et difficiles d'accès ou avec une dangerosité qui augmente. Et donc c'est comme ça qu'on va régulièrement tester les groupes en continu pendant plusieurs années. Et c'est pour ça aussi qu'il y aura une sélection régulière de nouveaux équipages, puisque certains groupes, pour X raisons, problèmes personnels, familiales, santé, ou simplement j'ai plus envie, quittent l'aventure et doivent être remplacés. Mars One veut qu'il y ait 3 à 6 équipages de 4 en formation permanente pour que, si le programme a la chance d'aller au bout de son ambition, le jour J, on ait plusieurs groupes opérationnels. Voilà. Et jusqu'à la fusée, on a évidemment la possibilité de renoncer à partir ou de continuer à partir. Et pour avoir le plus de chances, évidemment, que les groupes opérationnels partent, il faut que la motivation soit très sincère, profonde et ancienne. Donc voilà un petit peu comment est pensé Mars One, si on l'évoque très rapidement. On peut passer à la diapo suivante. Au niveau timing, on va bientôt conclure. On va passer là aussi, donc ça c'est simplement pour la timeline, pour dire que le départ le plus anticipé, le plus précoce, c'est dans 15 ans, et ça peut prendre du retard et c'est pas très grave. Hein. L'idée c'est de se préparer dès maintenant et d'avancer. Les perspectives, et après on passera au débat, les perspectives attendues de tout ça. Vous imaginez la pluie de retombées de tout ce qu'il faudra mener, hein, au niveau technologique, scientifique, mais aussi l'apprentissage et l'adaptation de l'être humain à la vie dans l'espace et à la vie sur une autre planète. Toutes les applications qu'on a évoquées tout à l'heure sur la vie très terrestre. Mais il y a deux effets aussi tout à fait intéressants. Premier, overview effect, que décrivent tous les astronautes quand ils connaissent cette image d'Apollo 8, hein, mais quand ils éprouvent, quand ils voient avec leur Père Dieu l'ensemble de la Terre dans l'espace, sa beauté et la fine surface atmosphérique qui abrite la majorité de la vie telle qu'on la connaît, il y a une prise de conscience environnementale élargie qu'on appelle l'overview effect ou cognitive shift, qui fait que quand ils redescendent, ils ont une prise de conscience environnementale très éprouvée, hein, et qui est très importante pour eux. Donc quand on va dans l'espace, on s'intéresse très clairement à la Terre. Ça c'est l'overview effect. Et l'effet Apollo, on parlait tout à l'heure de l'inspiration des jeunes générations qui sont notre futur, c'est que quand on se place dans une perspective comme une mission aussi ambitieuse que celle-ci, Apollo, on a mesuré qu'il y avait une amélioration, il y avait un engouement des jeunes générations pour les carrières scientifiques, d'ingénierie à l'époque du programme Apollo, qui a augmenté le produit intérieur brut aux États-Unis. Donc on peut aussi anticiper certaines avancées comme celle-ci. Et puis ce qui est passionnant aussi, vous le savez toujours, c'est la sérendipité. C'est ce qu'on va trouver en menant justement des aventures collectives aussi ambitieuses. C'est qu'on aura aussi des retombées tout à fait inattendues. On peut passer à quasiment la dernière diapo, qui est cet accès de l'espace au plus grand nombre. Aujourd'hui, on a des tas de projets, des tas de déclinaisons de l'expérience spatiale. L'expérience spatiale, elle commence quand vous avez le nez penché sur votre bouquin ou sur votre film de science-fiction, ou que vous levez la tête au ciel pour regarder les étoiles avec votre télescope ou à l'œil nu. C'est une expérience spatiale, ça vous place dans une autre perspective. Mais aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être médecin pour les vols paraboliques 0G, qu'on propose au grand public depuis 2013, où on vit l'impesanteur, et c'est une expérience extraordinaire où tous les plus sérieux d'entre nous retombent en enfance, hein. C'est la cour de récréation dans cet avion 0G qui est une filiale du CNES. Bientôt les vols suborbitaux, avec des vols suborbitaux attendus dès l'année prochaine, et là avec une quasi-certitude. Et puis ça c'est une expérience spatiale relativement accessible. Et puis il y a aussi des projets très c'est pas de la science-fiction, hein, qui sont très sérieux,
comme celui de Bigelow, qui a une orbite, qui a déjà un module gonflable dans la Station spatiale internationale, qui est qualifié pour l'espace, et qui veut, par exemple, pour la décennie 2020, avoir un orbite gonflable, en fait, adapté à l'espace, en orbite cislunaire. Donc, les astronautes professionnels, et peut-être même des astronautes professionnels privés, aujourd'hui sont tous gouvernementaux, vont aller s'occuper de l'exploration lointaine, Deep Space Exploration, avec la Lune, les astéroïdes, les lunes de Mars, et l'orbite basse terrestre, peut-être même l'orbite cislunaire, sera accessible, un peu comme dans l'histoire de l'aviation, hein, qui aurait surpris au début du XXe siècle, accessible de plus en plus au plus grand nombre, et avec toute une déclinaison de l'expérience spatiale. Aller en orbite aujourd'hui c'est encore risqué, c'est un entraînement qui est très particulier, hein, et il ne s'agit pas de le nier, mais cette expérience spatiale, elle est en train de s'ouvrir, et les 552 personnes qui ont volé jusqu'à présent, vous allez voir la courbe qui va être un petit peu exponentielle dans les 10, 20, 30 ans à venir, et on a... L'histoire de l'espace est souvent une extension de l'histoire de l'aviation, de l'aéronautique. On a ce même type d'évolution attendue pour le spatial, croyez-moi. Et puis sur le plancher des vaches, pour ceux qui ne peuvent pas voler, on a aussi des tas de projets ou de possibilités très intéressantes d'expérience spatiale. Voilà, je vous remercie. Je crois on pourrait rester des heures sur ce thème-là, mais on va passer maintenant aux questions que vous auriez envie de me poser avec le plus grand des plaisirs. Merci beaucoup pour votre attention. Jérémy, merci beaucoup. Je retiens deux choses. La première, c'est que dans les équipes qui partiront, il faut autant de femmes que d'hommes, et ça, politiquement, c'est très correct. Ceci dit, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, il y a eu une expérimentation qui a duré, je crois, 500 jours, où ils ont mis 6 hommes ensemble dans le désert d'Atacama, et une des conclusions les plus importantes de cette expérimentation, c'est qu'il faut autant d'hommes que de femmes. Je crois que je ne me trompe pas. Très juste. C'est-à-dire que c'est politiquement correct, certes, à l'ère de la parité, mais il n'y a pas que cette motivation qui en est une, et c'est important. Aujourd'hui, on n'a que 10% de femmes qui ont volé dans le corps des astronautes, et c'est dommage. Il faut aussi que les petites filles ne se censurent pas non plus sur la possibilité un jour d'être astronaute. Mais au-delà de ça, sur les études de psychologie sociale de groupe, on voit que les groupes mixtes, alors avec parité ou sans parité, mais mixtes, sont beaucoup plus performants, surtout dans les missions longue durée. Il y en a plusieurs études l'ont montré, dont une étude de l'agence spatiale EXEM6. Alors Mars 500 avec Romain Charles, qui était français dans l'équipage, il n'y avait que des hommes, mais on sait qu'on diminue la compétition, la compétitivité, l'agressivité, et on augmente la performance dans un groupe mixte, dans la grande majorité des cas, et que la performance d'équipage entièrement féminin est équivalente à la performance d'équipage masculin. Après, on a d'autres problématiques qui peuvent survenir, et qu'on a vu aussi survenir notamment dans des expériences russes, de relations hommes-femmes avec l'aspect séduction, etc., qui peut poser des problèmes et sur lequel il faut travailler en amont. Mais par contre, sur la psychologie, la dynamique du groupe, il y a un intérêt véritable, une valeur ajoutée très claire à avoir des femmes dans le groupe. La deuxième chose que je retiens, et après on vous passera la parole bien sûr, deuxième chose que je retiens, c'est qu'on est en train de parler de deux choses bien différentes. Il y a d'un côté la formation des astronautes qui sont partis pour passer quelques semaines, voire quelques mois dans la Station spatiale internationale et qui sont revenus. Et là, en fait, tu es en train de parler de gens qui vont rester plusieurs années peut-être sur Mars. Et c'est donc une formation qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'on prépare des gens à vivre ensemble, à habiter ensemble sur une planète qui n'est pas forcément très, comment dirais-je, enfin qui peut paraître un peu agressive en tout cas. Oui, alors pour le moins, une condition austère de vie sur Mars, évidemment, même si on a tous les éléments pour le système support vie, on a 3% d'eau dans le régolithe martien, on a de l'oxygène dans l'atmosphère, on a pour le système de support vie tout ce qu'il faut, bien plus que sur la Lune pour maintenir
un habitat relativement agréable, bien que très monotone, même si on injecte de l'extraordinaire dans le quotidien, sur Mars, avec beaucoup de contradictions, comme la nature humaine d'un point de vue général. Mais pour revenir au paradigme de sélection des astronautes, en fait, on parlait des Space Cowboys au départ, là on a une ère peut-être un peu plus pour les missions martiennes Space Monk, hein, avec peut-être des profils plus Touareg ou des profils plus moines bouddhistes. Mais quoi qu'il en soit, qui supportent bien l'ennui, la monotonie, quoi qu'il en soit, les besoins des équipages sont très différents en orbite basse terrestre, ou sur une mission lunaire, ou sur une mission martienne. Or aujourd'hui, les agences spatiales, quand elles sélectionnent des astronautes, il y a tellement de moyens humains ou financiers derrière un astronaute qu'il faut s'entourer de précautions et de la meilleure garantie possible que ces astronautes font une longue carrière. Donc on les sélectionne individuellement avec des tas de filtres dans tous les sens. Il faut qu'ils aient une santé irréprochable, une excellente condition physique, un cursus académique ou de pilote extraordinaire, et avec beaucoup de choses de caractère opérationnel prouvé, ce qui aboutit à des profils assez adaptés à bien des missions, comme celui que vous connaissez bien avec Thomas Pesquet, qui au-delà d'être très compétent, extrêmement sympathique, accessible, collaboratif, avec un esprit d'équipe exceptionnel. Donc ça, ce sont les astronautes professionnels qui sont assez polyvalents. Mais ces équipages-là, les groupes sont constitués a posteriori en fonction de la mission, d'une part, et les profils d'astronautes professionnels ne sont pas forcément toujours, peuvent être très très adaptés à une mission d'orbite basse terrestre, mais pas forcément adaptés à une mission lunaire prolongée ou à une mission martienne. Et c'est donc ça qu'a compris aussi Mars One par exemple, mais les agences spatiales le savent bien aussi, c'est comment sélectionner non pas les individus mais les groupes qui fonctionnent le mieux possible et spécifiques de la mission. C'est-à-dire probablement des équipages qui seront différents pour ceux qu'on veut envoyer sur Mars, de ceux qu'on veut envoyer sur la Lune, ou ceux qu'on veut envoyer en orbite basse terrestre. Et donc ça, c'est des enjeux très importants avec des nouveaux paradigmes de sélection. Et une des choses intéressantes, c'est sélectionner maintenant des groupes. L'individu, aussi performant soit-il, il n'est pas intéressant s'il ne s'intègre pas dans un groupe qui fonctionne bien. C'est l'intelligence collective qui nous intéresse bien à ce niveau-là. Et surtout pour résoudre toutes les problématiques inattendues. Donc ça, c'est le mélange extrêmement particulier et probablement qu'un équipage qui vit en base permanente prolongée, parce que même sur une architecture classique, aller-retour, on a un gros risque aussi de ne pas pouvoir repartir tout de suite. On a une fenêtre de lancement tous les 26 mois, hein, entre la Terre et Mars et la Terre. Donc il faut des équipages très très particuliers. Sur les 8 milliards et demi de personnes, il y en a probablement qui sont câblés pour ça. Reste à les trouver, c'est pas facile. Vous avez la parole. Oui, merci pour cette magnifique conférence. Juste, vous avez cité Apollo 8, et effectivement, Apollo 8 a été un vol circumlunaire avant l'atterrissage des hommes sur la Lune. Ne pensez-vous pas qu'avant d'installer la base permanente qui nécessitera certainement des vols automatiques, préparer le matériel, etc., il ne sera pas utile de faire quelques vols circum-Mars de façon, bien sûr, à maîtriser la technique, et puis ensuite à dominer le problème psychologique que vous avez cité? Oui, merci Monsieur Solari. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que si on veut une approche extrêmement raisonnable d'une mission habitée vers Mars, il faudrait c'est un peu les cycles de Buzz Aldrin d'ailleurs, hein, qu'il a décrit. Il faudrait spécifier un certain nombre il faudrait des missions prolongées en orbite cislunaire, il faudrait des missions prolongées en base permanente lunaire, pour spécifier, qualifier et entraîner les équipages à une gravité réduite et puis aux contraintes de la construction d'un habitat. Puis ensuite installer, éventuellement faire des missions circum-martiennes, puis installer probablement une mission sur Phobos, qui est une des lunes de Mars, notamment, et commencer à piloter des drones par exemple sur Mars, et avant justement d'avoir des missions sur Mars. Ça c'est vraiment le plus raisonnable dans la préparation si on a un budget extrêmement conséquent. Le problème, c'est que, voilà, on peut en débattre longtemps, mais qu'il y a aussi une autre architecture mission, très directe, type Mars Direct, hein, beaucoup plus austère, beaucoup plus directe, on pose des choses légères, on axe tout sur la gestion des ressources in situ, on fait un peu plus de paris sur l'adaptation technologique sur place et des êtres humains, mais qui a l'avantage, peut-être, d'accélérer, sur une fenêtre technologique qui s'ouvre, les possibilités de voir l'homme sur Mars un peu plus tôt et un peu plus rapidement.
il y a une excellente complémentarité des missions lunaires, les programmes de missions lunaires, de villages lunaires par exemple de l'Agence spatiale européenne, avec les missions martiennes. Et d'ailleurs, là aujourd'hui l'orientation américaine, c'est bien toujours Journey to Mars, mais en s'arrêtant peut-être un peu plus longtemps que prévu sur la Lune. C'est très complémentaire, mais on sait bien que si évidemment on alloue un certain nombre de ressources à des projets lunaires, eh bien on repousse encore un petit peu Mars. On peut en débattre, hein. Il y a des tas de raisons plus que légitimes à ça. Mais on repousse encore Mars et on risque de voir cet horizon fuir encore un certain temps, ce qui peut poser aussi d'autres problèmes. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être songer, et puis d'autre part, il y en a qui sont en route. C'est-à-dire que Elon Musk, qui a une volonté très ferme avec son BFR, lui, même si on voit un savoir-faire développé de façon très précautionneuse et très pertinent avec finalement des cycles comme ceux que vous décrivez très bien, eh bien certains vont aller beaucoup plus vite droit au but et on sait bien que le spatial privé ne souffre pas de la même inertie, a une cinétique bien différente. Aujourd'hui, à rattraper en savoir-faire un certain nombre, on peut parler d'Ariane bien sûr, groupe, mais il a pris de l'avance aussi, puisqu'il a une vitesse initiale peut-être un peu augmentée. Voilà, donc il faut réfléchir à ça, et c'est pour ça que, pour avoir réfléchi longtemps à la question, ça fait 20 ans que j'y réfléchis, même si je n'ai pas votre degré d'expertise sur la partie technique, il me semble qu'il faut aussi envisager des projets plus directs. C'est le challenge audacieux d'Elon Musk. C'est ça. Comment vous gérez, vous personnellement, aussi bien vous et les membres de votre équipe dont vous avez parlé, pour ces entraînements dont vous parlez de plusieurs mois, comment faites-vous concrètement pour quitter votre travail, partir et suivre ces entraînements? Alors d'abord, la sélection, avant d'être employé à plein temps par Mars One et s'entraîner de cette manière-là, c'est pas avant 1 an. Alors ça arrive vite maintenant, hein, on a pris déjà un peu de retard, ce qui n'est pas très grave, mais c'est pas avant 1 an. Pour autant, il y a une différence entre intellectualiser un entraînement de cette nature et des missions isolées et l'éprouver. Une des raisons pour laquelle, par exemple, je suis parti l'année dernière 3 mois dans le désert dans le nord du Mali, aller chercher en hélico des casques bleus blessés pour éprouver un petit peu ce qu'on a intellectualisé pendant des années auparavant, parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on peut éprouver. Ça ne m'a pas été demandé par Mars One, puisque une des solutions à cette question extrêmement pertinente, c'est de vivre intensément son présent. La probabilité que moi, Jérémy, j'aille sur Mars est ridiculement basse. Quand on est un incorrigible optimiste, si c'est pas impossible, on y va, mais elle est très très basse. C'est pour ça que c'est le chemin qui est intéressant, hein. Il ne faut pas planifier et cocher des cases, c'est le meilleur moyen d'arriver à rien, hein, avec un plan rigide. Il faut simplement marcher en confiance, quels que soient les allers-retours, les synchronisations, et si ça a suffisamment de sens, et vivre intensément son présent. Ça fait 24 ans que ma femme me pratique, elle sait à quel point je suis fidèle à mes engagements et que ça a du sens pour moi. Elle ne sait pas du tout sa passion, Mars, mais elle respecte ça, parce qu'elle sait que je suis extrêmement présent auprès d'elle et de mes enfants. Résoudre de ces contradictions, c'est peut-être une forme, je suis très loin de la sagesse encore, mais c'est ce que le sage nous apprend, c'est vivre, tout est là en fait. Quand on a compris que tout est là, on peut être géographiquement très tout à côté de ses proches et être très très absent. Et on peut être aussi très présent, et finalement quand on projette des choses de cette nature-là, ça augmente l'intensité du moment présent, et c'est ça dont tout le monde a besoin autour d'un proche. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bonjour. Bonjour. Alors vous avez dit que Mars One c'est un projet très évolutif, et c'est vrai que je l'ai suivi moi depuis quelques temps, depuis quelques années, et il a évolué apparemment, puisqu'au départ c'était vraiment un projet où il n'y avait qu'un aller simple et pas forcément de retour. Là vous envisagez effectivement, et espérons-le, que les colons pourront revenir, même si pour l'instant on n'y est pas encore. Mais, et le financement aussi, c'était d'utiliser entre guillemets la télé-réalité, c'est-à-dire sous forme documentaire peut-être, mais financé par des chaînes, etc.
Et moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que justement, au niveau financier, ça devenait de plus en plus difficile parce que les chaînes n'y croyaient pas, compte tenu du fait que des scientifiques aussi doutent du projet. Hein, parce que on connaît bien tous les impacts et toutes les conséquences d'un voyage sur Mars, mais maintenant y vivre et y rester, c'est encore plus compliqué. Alors, quel est aujourd'hui le financement de ce projet? Qui le pilote? Parce que comme Elon Musk et SpaceX se sont associés, il y avait un ingénieur, je ne sais plus son nom ni sa nationalité, mais est-ce que c'est toujours lui qui pilote le projet? Et quels sont les moyens financiers pour avancer aujourd'hui dans cette conquête humaine, on va dire, de Mars? Alors, je vois que vous suivez bien l'histoire. Le problème, c'est comment on suit Mars One aujourd'hui, à moins de s'intéresser de près à tout ce qu'il y a derrière, on suit ça avec le flux médiatique. Et le flux médiatique déforme complètement la réalité, mais depuis le début. Par exemple, le plan est évolutif, ça c'est très vrai, notamment comment aller chercher les leviers financiers, ça a beaucoup bougé, on a pris aussi pas mal de retard pour plusieurs raisons. Mais par contre, l'idée qui est présentée depuis le début, elle est simple, donc des suicidaires et télé-réalité Big Brother sur Mars, ça a toujours été faux, mais c'est comme ça que souvent on raconte l'histoire qu'on a envie d'entendre, et c'est aussi comme ça que découvraient les scientifiques ou les experts le projet Mars One. Et ça, quand vous êtes journaliste, vous avez vos contraintes de flux médiatique ou d'histoire que vous devez raconter, et puis si vous faites bien votre travail, en plus vous allez voir un expert d'aérospatial et vous lui posez la question de ce qu'il pense de Mars One, et ce qu'il pense de Mars One, ce qu'il sait de Mars One en général, même expert, c'est ce que les médias, il a pu lire ici et là. Moi, par exemple, tous mes propos ont été complètement déformés, au mieux c'est différent de ce que j'ai dit, même entre guillemets, et puis quelquefois c'est même un contresens systématique. Donc ça c'est délicat de déconstruire justement cette histoire qu'on raconte depuis le début. Pour autant, vous avez raison, le plan est évolutif, donc il a quand même changé, notamment sur les sources de financement. C'est pas du tout ce qui m'intéresse, le business plan, mais le business plan, il y a deux choses, puisqu'on a toujours à la tête de Mars One les deux mêmes personnes, Bas Lansdorp, Arno Wilders. Bas Lansdorp, un ingénieur néerlandais qui avait une entreprise dans l'énergie éolienne, et Arno Wilders qui travaille pour l'Agence spatiale européenne, ingénieur pour l'Agence spatiale européenne. C'est toujours les deux cofondateurs qui pilotent. Imaginez avoir des gros investisseurs intéressés par le potentiel de valorisation médiatique depuis le départ. Ils ont du mal à trouver ces gros investisseurs, et par 2-3 fois, ils étaient prêts de signer un gros contrat, et puis la médiatisation pas toujours très flatteuse de Mars One, il n'y a pas que ça, je pense, mais a interrompu finalement le processus contractuel. Donc Arno Wilders et Bas Lansdorp ont décidé d'introduire Mars One en bourse sur le marché de Francfort pour élargir la possibilité d'investisseurs. C'est un risque, puisque on sait qu'Elon Musk ne veut pas introduire en bourse SpaceX pour garder la main sur les décisions et que ce ne soit pas les actionnaires, peu importe. Il l'a fait avec un processus complexe qui n'est pas du tout dans mes compétences, qui est un reverse takeover, passons les détails. Et le marché de Francfort, donc ça a réussi. Il a signé un contrat de 6 millions de dollars, ça a été valorisé à 380 millions de dollars, il a signé un contrat de 6 millions avec un investisseur de Hong Kong, qui a été signé cette fois-ci, qui finançait les 12-24 mois de la mission, relancer la sélection, construire la base analogue, lancer une autre sélection. Donc ça a avancé, ça devait avancer de ce point de vue-là, sachant qu'on est un peu dans une logique start-up, on avance étape par étape, c'est comme ça que ça fonctionne, mais que le marché de Francfort a paralysé, figé le trading, le temps de bien plonger dans les dossiers financiers, etc., pour des logiques financières, et ça y est, ça redémarre à nouveau, mais on a perdu des mois et des mois. Bon, ce qui est à l'échelle d'un projet ambitieux, alors évidemment ça n'améliore pas la crédibilité. Il faut se dire, avant d'aller sur Mars, c'est déjà réunir les fonds, c'est compliqué. Mais on sait que ce type d'aventure, avant aussi que l'image se positive, moi j'aime bien échanger avec vous sur des formats longs, et puis après pour le reste j'attends qu'il y ait du concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas fait grand-chose tant qu'on n'a pas commencé l'entraînement, la formation, et fait des choses très concrètes qui montrent le sérieux de l'entreprise. Voilà, on a besoin de ça aussi, on a besoin de revenir. Mais vous avez vu la photo d'Elon Musk et de SpaceX en 2002, tout le monde souriait, ils n'étaient pas crédibles, aujourd'hui ils sont très crédibles. Alors Mars One n'aura pas forcément le même destin, on verra bien, il y aura d'autres entités, en tout cas probablement, qui auront ce type de logique si Mars One ne va pas au bout,
puisque là, il faut vraiment mettre l'accent sur les ressources humaines. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, le trading va reprendre. On a eu un message encore confidentiel qui dit que voilà, tout ça c'est positif, ça va redémarrer, vous allez à nouveau, et donc dans un an, on terminera enfin les sélections des premiers équipages, sélections qui auraient dû se terminer un peu avant. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Sur le point de vue psychologique, Oui, monsieur. si vous avez un mec qui pète un câble une fois là-haut, vous en faites quoi? Vous l'enfermez, camisole? Alors ça, c'est prévu, Parce c'est que- déjà, ouais, c'est déjà prévu dans l'ISS. Hein. Ouais, mais sur l'ISS, on est à 400 km, on le rapatrie dans un Soyouz, ça va vite. Mais si Ouais. vous êtes Eh oui, à vous plusieurs avez- millions de kilomètres, on fait comment? Vous avez mis le doigt sur un des nombreux problèmes, par exemple, intervention chirurgicale à cœur ouvert, par exemple, sans plateau technique. Non, mais clairement, ce risque-là est très important. C'est un des défis majeurs. Quand je disais que le défi psychologique était majeur, on est bien là-dedans. C'est-à-dire comment sélectionner des profils psychologiques individuels et surtout de groupes qui peuvent fonctionner dans un tel environnement, sachant que même si on sélectionne un équipage qui était prometteur sur le plan psychologique, rien ne nous garantit, mais sur une architecture aussi classique d'ailleurs, sur une mission de la NASA c'est pareil, puisqu'avant de pouvoir revenir de Mars, il faut utiliser l'effet de fronde. Bon. C'est un risque majeur, ce qui fait que depuis toujours, les psychologues et les psychiatres qui travaillent pour les agences spatiales ont prévu des zones d'isolement. Alors c'est pas la même chose quand on est à 400 km évidemment, ou même sur la Lune à 3 jours, que sur un voyage vers Mars. Mais ont prévu la possibilité que quelqu'un décompense sur le plan psychiatrique, alors qu'il était jugé parfaitement sain sur tout le screening et même 15 ans de tests et d'entraînement sur Terre, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas dupliquer sur Terre, on est bien d'accord, gravité réduite prolongée et surtout l'isolement extrême. Donc il y a une grande part de pari là-dedans. Et donc il faut avoir en effet la possibilité de gérer une situation de crise comme celle-ci. Voilà. Après, on a quelquefois dans d'autres, en hivernage polaire, on a déjà été confronté à ce type de décompensation. Donc il faut des neuroleptiques, il faut des compétences médicales, psychothérapie, thérapie brève. Il faut une zone d'isolement possible. Mais la zone d'isolement possible pour gérer une crise aiguë. Donc c'est toujours pareil, c'est le risque, gérer le risque aussi bas qu'il soit avec les moyens et concept à l'ARA aussi bas que possible, mais on ne maîtrisera pas tous les risques. Si on attend de maîtriser tous les risques, on ne fera jamais grand-chose et le bébé ne sortira pas de son parc. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques non pondérés, non considérés, et le fait de se préparer dès maintenant, 15 ans avant, 20 ans avant, 30 ans avant, c'est bien justement pour poser toutes les questions éthiques, psychologiques, et tous les défis attendus, sachant que les problèmes qui vont nous surprendre sont souvent pas du tout ceux qu'on avait anticipés, bien en amont pour être le plus préparé possible à ce type d'enjeu. Et ensuite, il faut parier sur les capacités de l'homme à s'adapter, à trouver des ressources, à être créatif par rapport à la somme de problématiques qu'il peut rencontrer, dont celle-ci qui est en effet parmi celles attendues, qui est principale. Vous savez qu'on peut décompenser ce plan psychiatrique alors qu'on est indemne de toute pathologie psychologique. Ici sur Terre, il y a un bouquin qui s'appelle Fou de l'Inde sur choc culturel, par exemple. On a des personnes tout à fait saines. Ce qui est marrant, c'est que les Français décompensent à New Delhi, en Inde, et par contre, c'est plutôt les Japonais qui décompensent à Paris. Le choc culturel lui-même peut provoquer une décompensation, une bouffée délirante aiguë. Voilà. Donc il faut évidemment se préparer à ça, et qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, c'est quelque chose qu'on anticipe. Donc ça ne veut pas dire qu'on a une solution qui va fonctionner tout le temps, notamment, oui, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a isolé, qu'on l'a mis sous neuroleptique, si on est au tout début du voyage. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut anticiper et préparer très en amont, discuter, débattre et travailler. Immanquablement, il y aura des choses aussi critiques que ça qu'on n'a pas anticipées. Merci. Merci à vous. Une dernière question? Bonjour et merci pour cette conférence. J'ai cru comprendre qu'Elon Musk, le projet, c'était une centaine de personnes qui étaient emmenées. Exactement.
Alors, dans vos propos, je crois que vous parliez de l'équipage de 4, à chaque fois des formations de 4 à 5 personnes, je crois, avec des cycles de quelques mois. Alors, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'équipages. oui, c'est-à-dire que le projet Mars One, il n'est pas basé aujourd'hui sur l'architecte, même s'ils se fondent pas mal sur la capsule de type Red Dragon, il n'est pas fondé sur BFR, qui est capable de transporter 100 personnes à la fois. Donc c'est un lanceur de type Falcon Heavy avec un Red Dragon. Alors il y a plusieurs missions, il y a une douzaine de lancements préalablement à l'envoi des équipages, puisqu'il faut les satellites de télécommunication, les rovers, déployer la base, il faut que le système de support vie soit fonctionnel avant que l'équipage ne parte, bien sûr. L'équipage part, il y a 6 capsules Dragon qui sont connectées par équipage de 4 et 2 zones inflatables, gonflables de 200 mètres carrés, d'accord, pour les quartiers de vie, où il faut survivre, mais aussi essayer de vivre, trouver un équilibre et s'adapter à cette vie et ces restrictions-là. Et puis tous les 26 mois, il y a un nouvel équipage de 4 qui arrive avec une redondance et un déploiement de la base progressif. J'ai failli faire un peu d'apesanteur, etc. Donc ça, c'est le projet actuel qui peut se reconfigurer. Notamment si un partenariat, par exemple, entre Mars One, qui a les équipages formés depuis 15 ans, et Elon Musk et SpaceX fonctionnent avec son architecture type BFR, bien évidemment, l'architecture mission sera un peu différente. Mais Elon Musk sait aussi que ce soit des équipages qui recrutent lui-même et forment lui-même ou qu'il aille sous-traiter ça, les premières missions de son BFR, ce ne sera pas 100 personnes. Ce sera des premiers équipages, très peu nombreux, qui vont déployer l'infrastructure dont on a besoin pour que la navette interplanétaire puisse tourner correctement. Voilà. Donc tout ça peut s'articuler très bien, en effet sur une architecture un peu différente de celle qui a été présentée et qui était anticipée depuis 2012 par Mars One. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à tous. Merci beaucoup. J'espère que je serai encore vivant quand tu partiras sur Mars. Il va falloir. Merci. Merci, bonne soirée.